Ok, parle un peu là. Oui, si tu veux. Tu as pris des bras, toi. Tout le monde l'a dit. Hein. Il sait parler aux hommes. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va discuter un petit peu entraînement, on va discuter force, on va discuter nutrition et pour ça, on a un invité. On a Jean-Yves avec nous. Donc déjà, merci beaucoup Jean-Yves d'avoir accepté cette vidéo et de te présenter à la caméra et aux gens qui nous suivent. Et merci de m'avoir invité. Merci beaucoup du coup d'avoir accepté cette vidéo et surtout de nous accueillir dans ton magnifique, je sais pas si on peut appeler ça un studio. Je pense qu'avec le niveau de décoration et de qualité d'équipement, on peut appeler ça un studio de coaching. On est dans quelle ville? C'est Noisy-le-Grand. C'est Noisy-le-Grand. C'est Noisy-le-Grand. Ok, déjà petit instant promo déjà pour débuter. Si vous cherchez un studio de coaching et un coach de qualité à Noisy-le-Grand, vous allez le voir dans cette vidéo. Sachez qu'il y en a un, au moins un. Donc le principe de cette vidéo, on pose des questions à Jean-Yves, il répond. Et voilà, ça commence à être déjà pas mal. Et la première question, Jean-Yves, je t'en prie, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques phrases? Qui t'es, d'où tu viens? Écoutez, Jean-Yves, enchanté, 36 ans. Je m'entraîne depuis 20 ans. J'ai commencé à l'âge de 16 ans, ça remonte. Et je suis issu initialement du bodybuilding. Donc j'ai commencé l'entraînement en salle de sport, en salle de musculation notamment pour changer esthétiquement. Je souffrais de l'image avec moi-même en étant plus jeune et d'un excès de poids notamment. Et c'est la volonté, ce qui m'a poussé à m'acharner dans ces salles de sport jusqu'à ce qu'on m'amène, par la réussite finalement de ce plan d'entraînement et cette adaptation et ce changement de vie que j'ai eu à l'époque, on m'a amené à la compétition. En bodybuilding notamment, donc c'était en 2011 et 2012, donc 2 années consécutives. À la suite de ça, je me suis arrêté et par opportunité professionnelle 2 ans plus tard, en fait, je viens de l'électronique. Donc la société pour laquelle je travaillais a décidé de fermer et vive les lois sociales françaises, me voilà avec des possibilités de devenir coach sportif. Je vivais pas de cette passion, mais en tout cas je la partageais déjà dans les salles de sport et j'avais ce plaisir de partager en fait ce que je savais faire et d'aider les autres et les gens notamment à mieux faire leurs mouvements, à mieux ressentir. Et du coup, c'est devenu très rapidement intuitif. Enfin, pas forcément, en fait. On m'a quand même guidé en me disant, mais pourquoi tu ne fais pas ça? Et voilà, quelques années plus tard, nous voilà ici, avec un peu de bagage en tant que coach, en tout cas. D'accord. Donc c'est intéressant. Moi, ce qui me plaît beaucoup dans ton profil, c'est que tu as vu beaucoup de choses différentes dans le milieu de l'entraînement. Tu as commencé surtout par du bodybuilding. Et aujourd'hui, est-ce que tu fais encore du bodybuilding? Absolument pas. D'accord. Et je serais incapable en fait de recollectionner. Et je pense que la première chose en fait quand on dit bodybuilding, c'est toutes ces répétitions et toute cette, pardon du terme un peu vulgaire, gonflette, qui peut être faite en fait pour harmoniser un physique et qui ne sera pas forcément utile en fait au quotidien, à part sa propre image visuelle et voilà. Donc t'en es sorti et aujourd'hui t'es un petit peu plus axé entraînement force, c'est ça que tu fais? Tout à fait, voilà. Je suis complètement dans la force aujourd'hui, mais avant d'y venir, je suis quand même resté pas mal d'années dans le body et dans cette recherche d'esthétique, en tout cas, d'esthétisme. Mais en devenant coach, cette volonté aussi de se former, d'apprendre de nouvelles choses, d'aller plus loin, d'éviter et de pouvoir transmettre au mieux. J'ai rencontré quelques blessures, quelques douleurs, des inflammations nombreuses dans les coudes, dans les épaules. Et en fait, l'idée, c'était de pouvoir continuer à m'entraîner, de pouvoir performer, d'aller chercher plus d'esthétique, plus de mouvement, plus de force, plus de volume, mais sans me faire mal. Et du coup, je me suis dirigé vers des formations, notamment chez TRX pour commencer, et j'ai découvert en fait le monde de la force. Au sens large, non pas forcément par la charge, parce que là, en l'occurrence, on parle d'entraînement au poids de corps, mais par l'utilisation en fait de son physique et de l'ensemble de son corps, finalement, pour réaliser un mouvement qui peut être très basique comme un squat, où on pense tout de suite que c'est pour renforcer le bas du corps. Et de ces formations TRX, je me suis dirigé vers le KB. Le KB, ensuite, je l'ai appliqué avec la barre, puisque justement, on recherche cette mise en tension, cet effort par finalement la coordination un peu de tous les muscles, de tout le schéma, de tout son corps. Et ça amène à la performance. Et du coup, aujourd'hui, en tout cas pour mon entraînement, je me suis dirigé vers le powerlifting. Et c'est effectivement dans ma manière de coacher, en tout cas, je travaille beaucoup moins en bodybuilding, mais plus dans un aspect schéma dans un ensemble et l'utilisation de son corps dans l'ensemble, plus que dans l'esthétique.
Et du coup, dans ta vie, quel sport t'as pu faire? Parce que t'as pas fait que du bodybuilding, t'as peut-être fait d'autres sports, autres que le fitness en général? J'ai commencé tôt, j'ai joué pas mal d'années au tennis, sans être forcément bon, mais en tout cas j'en ai fait quelques années. J'ai joué un petit peu au foot, c'était quand on était gamin au quartier, tout le monde. On a tapé le ballon. Et un tout petit peu de volley, mais ça n'a pas duré longtemps. J'avais pas un profil de sportif au départ, c'était pas donné pour moi. D'où en fait le léger surpoids que tu as pu prendre avec les années, ce qui a mis le malaise et ce qui t'a poussé à aller dans le... Je crois que je suis né fort en fait. Je crois que j'étais déjà un gros bébé déjà à la base. Aujourd'hui, t'es juste balèze. Hein, ça se voit pas, il faut le contredire, ça se voit pas. Non, en tout cas, c'est vrai que j'ai un physique. Mes parents sont grands et ont déjà, en tout cas, cette structure de par génétique. Je pense que les chiens ne font pas des chats et du coup, j'ai hérité de ce bagage-là. Mais j'étais en excès de poids et j'ai toujours été un bébé. Ma mère m'a bien couvé, fils unique et du coup, ça bien nourri et assuré qu'il faut, surtout si tu ne manges pas, c'est que tu es pas en bonne santé, tu vois. Et donc j'étais bien poppy quoi. Et ce qui est ultra intéressant, c'est que tu as pu faire, tu as un parcours qui ressemble un peu au mien, même si moi j'ai jamais fait de compète dans le bodybuilding, je me suis arrêté juste à la pratique et j'avais cet aspect qu'esthétique quand j'ai commencé le fitness et petit à petit je me suis dirigé du coup vers plutôt de la force et de la performance, sortir un petit peu de ce cadre esthétique. Et tu as eu cette démarche là aussi et je voulais savoir du coup, est-ce que toi, quels sont les changements que tu as pu voir dans ton corps, non pas en performance, mais juste esthétiquement, quels sont les changements que tu as pu voir depuis que tu as pris ce courant qui t'a dirigé vers la force? Quels changements j'ai pu voir entre donc, cette phase de body et de force? Est-ce que tu as fondu en masse musculaire? Est-ce qu'il y a des endroits qui se sont musclés plus que d'autres ou perdus plus que d'autres? Comment ton corps a subi ce changement de la force? Je vais répondre un point après l'autre. Oui, j'ai perdu. J'ai perdu un petit peu. J'ai moins d'un peu de petits pecs. J'ai moins un peu d'épaule en noix de coco. Maintenant, je trouve que j'ai un dos qui est encore plus large et j'ai arrêté de faire du renfort spécifique pour avoir un dos large. Je crois que j'ai toujours des bras, ou moi j'en ai toujours pas. Okay. Je les bosse pas plus, même moins je dirais, mais j'en ai toujours pas. Ça pousse pas. Mais dans un ensemble, je trouve que je reste harmonieux. Okay. Ça reste réparti, j'ai pas plus... ça reste correct dans un ensemble. En fait, ce qui est assez compliqué, c'est que c'est des questions que je pose pour t'amener à dire quelque chose. Ouais. Et que toi, en fait, tu as une vision assez pessimiste ou négative de toi. Sur certains aspects en tout cas. Et parce que moi je t'ai vu commencer du coup, prendre en tout cas dans le début de ce courant de force, et je peux te dire que putain t'es plus costaud qu'avant. Sacrément plus costaud qu'avant. T'étais costaud, t'étais musclé, hein. Mais aujourd'hui t'as pas vu à quel point ton corps a pu évoluer, et pourtant t'es sorti des protocoles d'hypertrophie pure pour t'axer, te concentrer sur autre chose, et ton corps est devenu plus gros, sur certains aspects. Écoute, peut-être, oui, sur certains aspects, et je peux pas le nier non plus. Maintenant, il y a un jeu qui est sympa quand tu prends le chemin du powerlifting et de la force, c'est que on arrête de réfléchir en termes d'apport en calories pour être sec, pour être dessiné ou ce que tu veux, mais on réfléchit en termes de performance. Et forcément, plus tu mets du carburant, plus tu vas être performant. Et c'est l'avantage dans ce sport, c'est que finalement, plus tu es lourd, plus tu as tes capacités. Donc là, on laisse complètement l'esthétique de côté et on veut juste avoir une machine qui fonctionne à plein régime au mieux. Et donc du coup, on va s'alimenter au mieux. Et forcément, qui dit manger un peu plus, et là je pense que tu pourras en parler, qui dit manger plus, forcément tu grossis un petit peu. Donc c'est sûr que j'ai moins de tablettes de chocolat et moins de veines posées sur les bras et sur les abdos qu'à l'époque. Mais est-ce que ça me fait réellement défaut dans mon quotidien et dans mon bien-être? Pas forcément. Non. Alors quand Jean-Yves dit moins de tablettes de chocolat, il est passé de 18 à 12. Voilà, c'est pas vrai. Non mais le mec... du coup, j'ai pas réussi à t'amener à dire que t'étais énorme et sec. Est-ce que tu pourrais nous définir avec tes propres mots maintenant, et surtout le vécu que t'as eu, ce qu'est pour toi la force, l'entraînement de force, en général, très vastement, là, si je te demande de parler de ça, qu'est-ce que tu me dirais? Il y a des spots dans ce garage gym, et il faut s'imaginer qu'en fait, chaque spot est relié à un interrupteur. Et finalement, la force, c'est cette capacité d'allumer tous les interrupteurs en même temps et d'allumer toutes les lumières en même temps pour réaliser une action. Putain, c'est beau. J'aime beaucoup. Je peux pas faire plus simple. C'est beau.
Jean-Yves le philosophe. T'es poète dans l'âme un peu. Absolument pas. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu à quoi ressemble ta semaine d'entraînement? Combien de fois tu t'entraînes? Est-ce qu'il y a peut-être une logique entre les mouvements, entre les groupes musculaires? Comment ça se passe, ton organisation de l'entraînement? Alors oui, je peux sans problème te répondre à cette Merci. question et te donner mes routines. Actuellement, je m'entraîne 4 fois par semaine. Ça peut aller jusqu'à 5. Sachant, je fais la parenthèse, je me suis entraîné jusqu'à 6 et j'ai fait des fois par erreur des 7 sur 7. D'accord. Je ne le recommande pas. Aujourd'hui, je m'entraîne 4 fois et c'est réparti. Alors, je ne gère plus ma programmation. Je l'ai confié, parenthèse, Monsieur Rossi. Hein. Donc, en tout cas, parce que c'est plus simple et au bout d'un moment, tu es limité parce que tu as tes propres aspirations en tant que coach et tu les appliques sur toi-même et tu manques d'ouverture d'esprit finalement pour ton auto-analyse. C'est facile d'analyser de quelqu'un de l'extérieur, mais de s'analyser soi-même de l'extérieur est moins simple. Donc du coup, j'ai fait confiance à quelqu'un pour ça et dans la répartition, en tout cas, j'ai souvent un squat le lundi, leg day, ça c'est sûr. Un renforcement ou un développé couché le mardi. Mercredi, généralement, on récup. Jeudi, je repars sur un squat, voire soulevé de terre, au moins ou l'un ou l'autre, voire les deux associés. Et le vendredi, un bench renfort ou éventuellement un soulevé de terre. D'accord. Et dans ta répartition, dans tes entraînements justement, est-ce que tu fais autant des mouvements fondamentaux, donc le squat, le soulevé de terre et le développé couché? Est-ce que tu fais autant des mouvements fondamentaux que des mouvements accessoires, comme, je sais pas, des dips, comme des pompes, comme des développés épaules? Ou est-ce que tu fais plus de mouvements fondamentaux? Comment ça se répartit entre ce qu'on appelle, nous, les accessoires et les mouvements fondamentaux? Alors, globalement, sur ces 4 séances, je vais avoir quand même 2 séances qui vont être vraiment très spécifiques, et notamment avec le squat et le deadlift quand ils sont associés. Et du coup, derrière, il y a très peu de renforcement, ce que tu appelles. Que ce soit sur le squat ou sur le deadlift, on peut être sur le mouvement principal ou sur une variation, mais à haute intensité, en tout cas adaptée. Ouais. Donc derrière, il n'y aura pas forcément de renfort derrière. Sur le lendemain, donc ce qui correspond un peu à mon mardi et mon vendredi, j'aurai qu'un seul des deux mouvements, soit le deadlift, soit le bench, et à ce moment-là, derrière, je vais accentuer sur un renforcement des maillons qui peuvent être, finalement, c'est pas, je dirais pas les maillons les plus faibles, mais les maillons qui vont servir, en tout cas. Sur un développé couché, on sait que muscle moteur, effectivement, il y a les pecs, mais les épaules ont un vrai rôle, les triceps ont un vrai rôle, et c'est à ce moment-là, du coup, que je vais placer peut-être mon renforcement. D'accord. Post développé couché, où j'aurais fait finalement mon exercice principal, et je m'accentuerai ensuite derrière sur le renforcement de toutes ces petites charnières qui peuvent aider à performer. Et du coup, ton volume principal d'entraînement, on pourrait dire que c'est sur les mouvements fondamentaux, et en plus, tu as des accessoires. Tout à fait. Mais si on devait équilibrer tout ça, le volume le plus important, c'est les mouvements fondamentaux? Je dirais 60-40. Ouais, ok, donc c'est quand même assez équilibré. D'accord. Ça me fait quand même vraiment plaisir d'avoir un forceux, parce que ça fait qu'on a quand même des choses en commun, non pas dans les performances, parce que je reste une chèvre, mais en tout cas dans l'état d'esprit. Ça s'appelle plus l'humilité. Mais du coup, ouais, par exemple, dans ton état d'esprit, est-ce que toi aussi, t'as envie de gifler les gens qui disent que du 5x5 est de la force? J'ai pas envie de les gifler, mais je vais te répondre qu'au-delà de 5 reps, pour moi, c'est du cardio. Donc 5 c'est du cardio. 5 c'est du cardio. Voilà. C'est du cardio. On est d'accord. On parlait gonflette tout à l'heure. Pour un forceux, du 5 reps, c'est l'aspect limite gonflette. Voilà, on rentre dans du conditioning. On rentre dans du conditioning, on se fait péter le cardio là-dessus, effectivement. Moi, c'est un truc qui me fatigue, c'est normal à côté, mais toutes ces personnes qui ont jamais essayé la force, pour eux, la force s'arrête à du 3x3 et du 5x5. Et ça va pas plus loin. Et pour eux, par exemple, un effort maximal, par exemple, c'est du 3x3. Et il n'existe rien d'autre que du 3x3. Alors que la force, c'est tellement ample dans sa construction, dans sa logique, dans les différentes techniques et outils qu'on peut retrouver dans la force. Je suis à chaque fois scandalisé quand je vois des trucs comme ça, que ce soit des vidéos, même des vidéos sur des mecs très connus, qui vont dire « Ah, super programme pour la force, faites un 5x5 ». Gros, notre 5x5, nous, c'est nos back-off. Je veux dire, avant ça, on a eu des singles, on a eu plein de trucs avant. Le 5x5, c'est à la fin. C'est genre, c'est vraiment la fin de séance pour te faire plaisir. Tu travailles ta technique et un peu d'avoir un peu de caisse derrière. Exactement. Et toi, du coup, t'as un peu cet état d'esprit aussi. Complètement. En fait, je reviens sur ce que je disais, c'est allumer toutes les lumières en même temps. En fait, ne le faire déjà que sur une rep, c'est extrêmement prenant. Ouais.
Le faire sur 2, n'en parlons pas. Et puis, on va rajouter des reps, mais essayez, en fait. Essayez d'allumer toutes vos lumières en même temps et faites plus que 5 reps. Et on va voir si vous n'êtes pas en eau et vidé. C'est un peu, c'est ça le problème. Donc, Parce qu'il faut réussir aussi à comprendre un phénomène qui se passe dans le corps. C'est-à-dire que ton niveau de force et ton niveau de performance peut augmenter, mais au bout d'un moment, par exemple, si tu as 180 en max en squat, même un 140, c'est dur. Et c'est dur, ok, t'es capable de le passer pas mal de fois au final ta barre à 140, sauf que tu dois mettre une intensité nerveuse, une concentration, tu dois mettre énormément de points techniques qui vont être exigeants et exigeants physiologiquement. C'est-à-dire que ton cardio va exploser, même si c'est quelque chose, je veux dire, t'es capable de faire pas mal de reps. Tu prends un 10 reps sur quelqu'un qui est pas entraîné, un 10 reps maximum, et tu prends un 10 reps sur quelqu'un qui a un 200 au squat au maximum, le 10 reps du mec qui a 200 au squat, il va être en frec max. Dès la 5e rep, son cardio va exploser. Et pourtant, il va être sur la même tranche d'intensité, proportionnellement parlant, que le mec qui est une chèvre. Je sais pas du tout où je voulais venir dans cette explication, mais c'est très intéressant d'en discuter avec toi. J'ai ensuite ma petite question, on va dire la touche à la Franck. Pour toi, si tu devais citer un sous-côté et un surcoté dans le milieu de l'entraînement. Et là, je parle de manière très vague. C'est pas juste pour la force, c'est pas juste la musculation en général. Je sais pas, pour toi, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Un truc surcoté, par exemple, pour commencer, un truc que tout le monde fait, tout le monde en parle, et pourtant, à tes yeux, bah, c'est un peu de la merde quand même. Par exemple, il y a beaucoup de trucs, tu poses cette question à un forceux, il peut penser... Ok, j'ai trouvé. Un exercice par excellence. Le burpees. Surcoté. Absolument inutile. Il ne sert à rien. À part te mettre dans le mal, c'est tout. Va courir, c'est pareil. Te faire éclater le cardio. Voilà, c'est pareil. Et ça, et c'est marrant parce que tu ouvres un autre champ de discussion, mais c'est la maladie moderne du coach qu'elle a juste pour faire souffrir, juste pour faire monter en frec max justement et faire transpirer quelqu'un. Cette sensation d'effort, effectivement, gratuit, sans apporter quoi que ce soit. Et pour ça, bah, y a rien de mieux que le burpee qui te fait exploser le ciboulard le plus rapidement possible, effectivement. Donc ouais, très très bonne réponse. Le burpee est complètement surcoté, et c'est d'ailleurs pour ça que tu le vois autant dans toutes les salles de sport, dans toutes les programmations, dans le cross-training, dans les cours collectifs, dans tout ce que tu veux. C'est parce que c'est la manière la plus simple de faire éclater le cardio en apprenant rien aux gens. Ils vont ressortir en étant complètement morts et ils vont être contents d'être complètement morts. Mais pourquoi le burpee finalement? Bah parce que en termes de cardio, c'est ce qui te fait monter le plus rapidement. Oui, parce que tu passes d'une position debout à une position allongée. Exactement. Mais parce que tu es obligé d'utiliser l'ensemble des unités finalement, bras, jambes et tout, d'allumer toutes les lumières. Donc, et on te demande par-dessus de faire des reps. C'est pas ce que je viens de dire tout à l'heure en fait. Si. Ok. Utilise tout, fais plus de 5 reps et t'es en eau, ça devient du conditioning. Ouais, ok, faites des burpees. Et si t'avais du coup un sous-côté, quelque chose que les gens ne font pas assez à tes yeux, quelque chose qui est pas assez mis en valeur. Encore une fois, je parle pas de mouvement forcément, hein, que ce soit le style d'entraînement, de la prog, enfin l'alimentation, on verra ça après, mais voilà tout, même que ça soit la récup, l'activité elle-même, peu importe. Ce qui est sous-côté, ce qui est pas assez connu et qui devrait être plus connu. Sur grand public, et pour autant je suis pas un spécialiste, mais je me suis bien aperçu que, en tout cas, c'était utile et nécessaire, c'est le mouvement et la mobilité. Plus que la souplesse et le stretching, c'est cette capacité d'avoir une ouverture thoracique, de jouer, d'avoir cette possibilité de bouger ses hanches dans ce qui est nécessaire, en tout cas pour un mouvement, mais finalement librement. Et on pense qu'il faut faire que de la muscu, que de la muscu, que de la muscu. Et le problème, c'est que de la muscu, que de la muscu, que de la muscu. Et puis, t'as de moins en moins de mouvements et de possibilités de mouvement. Ouais, exactement. Alors que ça aille de la variété, du panel de mouvements différents faits dans l'entraînement, comme même dans l'entretien même de la mobilité, par le biais de mobilité pure, en fait. Je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que la mobilité, c'est pas assez mis en avant. Moi, notamment, ça m'a créé beaucoup de blessures et ça m'a ralenti dans la progression de beaucoup de phases d'entraînement, et je pense complètement, c'est pas le premier truc qui me serait venu à l'esprit, mais que la mobilité c'est essentiel à travailler, et c'est un des trucs qui m'a été appris dans le power, en tout cas dans l'entraînement de forceux, c'est que à l'échauffement t'as tout le temps des routines de mobilité, chose que en body, moi mon échauffement en body c'était mes séries de montée en charge. Bon, et c'est exactement ça, c'est exactement ce que j'allais dire, c'est généralement tu vas en salle de sport, les mecs pour s'échauffer, alors tu les vois, ils vont faire 5 minutes de vélo, de cardio, et encore, ça c'est les plus disciplinés, et après ils vont aller directement sur leur exercice spécifique, en faisant quand même une petite montée en charge, dans le meilleur des cas. Mais effectivement, on prend l'exemple du développé couché, enfin,
d'accentuer son ouverture thoracique à froid n'est pas forcément naturel, et en ayant fait un petit peu de cardio, en ayant le corps qui est chauffé, bon, c'est un petit peu mieux, mais ça sera pas forcément plus grand ouvert et t'auras pas autant ce plein potentiel. Qui dit ne pas utiliser ce plein potentiel dit forcément, en travaillant avec des raideurs, des risques de blessures. Bien sûr. Au-delà de la performance que tu ne pourras pas forcément avoir, mais c'est ces risques de stress au niveau des articulations et musculaires qui peuvent engendrer des blessures. Et je pense que personne ne s'entraîne en fait pour se blesser. Non, enfin, si. Tout le monde, mais sans le savoir. Oui. Pas logiquement. Oui, mais ouais, c'est ça. Moi, par contre, ça a tellement changé mes routines d'échauffement, où maintenant j'ai de la mobilité, j'ai de la mobilisation active, j'ai des activations musculaires sur les muscles que j'ai besoin d'activer. Enfin, mon échauffement maintenant, c'est vraiment une routine complète. J'ai même de l'automassage à la barre sur certains mouvements. Je deadlift, souvent je fais un peu d'automassage, et c'est tellement mieux maintenant. Tu es tellement plus prêt à performer et à envoyer une fois que tu t'es échauffé convenablement, et du coup on s'est un peu éloigné, mais que tu as fait ta mobilité d'échauffement. Je suis complètement d'accord. Moi, ça a changé ma vision, en tout cas de voir le début de mon entraînement, où avant de faire ma première barre, ça dépend des mouvements, mais je vais me retrouver avec peut-être 30 minutes, 35 minutes de travail. Je sais pas, combien de temps tu mets à t'échauffer toi à peu près? J'ai 20 minutes 100% mobilité. Ouais, génial. Juste sur du mouvement. Génial. Moi, les gens ne seraient pas prêts à faire ça. Non, c'est ça. Quand on te dit que ton entraînement il commence après 20 minutes et qu'après tu as 1h30 derrière, généralement c'est compliqué. Et du coup, tu t'entraînes concentration force, on va dire en ce moment. Est-ce qu'il y a un objectif derrière? Est-ce que tu as une compétition en vue ou juste des performances? Est-ce que tu as une deadline? Tu veux t'entraîner jusqu'à un tel point? Ou comment tu vois un peu l'entraînement pour toi? Il y a 2 ans, mon objectif était une fois que j'ai décroché de ce côté bodybuilding et esthétique pure, mon objectif était d'atteindre 200 kg au squat. D'accord. Je les ai atteints. C'est chose faite l'été dernier. Et du coup, on m'a dit, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu vas continuer? Oui, en fait, je vais continuer clairement. Le but est, je pense que j'ai pas atteint mon plein potentiel, et finalement, c'est ça que je recherche. Et la compétition, elle est dans un premier temps contre moi-même pour rechercher ce plein potentiel. Et qu'est-ce que je peux faire à pleine capacité? Et puis forcément, finalement c'est pas pour le côté compétition avec d'autres à côté, ni pour de la reconnaissance, mais c'est juste pour valider ce plein potentiel. Je pense que dans un avenir plus ou moins proche, j'irai faire une compétition en powerlifting. Ouais, pour au moins avoir déjà des barres validées par arbitre, parce que s'entraîner, passer des barres, des pairs chez soi, alors c'est toujours bien, hein, c'est toujours très très bien, mais c'est pas validé, il n'y a pas le cadre de compétition, le cadre de stress, le cadre d'avoir 3 arbitres qui te regardent et qui décortiquent ton mouvement en même temps que tu le fais, plus, parce que ce qu'on met pas assez en valeur aussi, c'est le public. Parce que ça dépend de chaque fédé, mais il se peut qu'il y ait beaucoup de public. Moi, la compète que j'avais fait, les France en WPC, quand t'as genre 80 personnes devant toi, que tu connais pas du tout, c'est vraiment, vraiment très étrange. Et je me souviens, en plus, je mettais en WPC, ton squat, tu le passes pas en rack, tu le passes en monolift. Tu le passes en monolift. Donc, faire un monolift, déraquer ta barre en monolift, chose que tu n'as jamais fait de ta vie, devant 80 personnes, plus les arbitres. Alors Franck, je vais te dire comme ça pour l'anecdote, lorsque j'ai fait ma première compétition en bodybuilding, c'est la dernière fois que ça a été organisé, donc c'était le championnat de France FFH-MFAC, auprès de la Fédération française, et c'était la dernière fois qu'ils l'ont organisé au salon du fitness à Paris. Ah, tu l'as fait au salon du fitness. Donc, vous vous souvenez, j'ai dit que j'étais un ancien gros, et il a fallu se mettre en slip. En slip de bain. En slip de bain. Avec du tarn. Devant plus que 80 personnes. Ah ouais, un bon paquet. Donc, pour le coup, tu vois, je pense que j'ai vécu l'étape, c'est bon. Ouais, ça, c'est pas grave. Le mec a été en slip devant une foule. Et du coup, pour terminer sur l'aspect entraînement pur, là, je vais pas forcément parler de ton entraînement, mais des entraînements que tu proposes, parce que du coup, tu es coach. C'est d'ailleurs comme ça que je t'ai rencontré, on était collègues. Et tu fais un petit peu de tout dans le milieu du coaching, c'est-à-dire que tu fais du personal training et tu donnes aussi des cours à des groupes de personnes, c'est ça. Et côté personal training, t'en fais en salle, tu fais comment? Alors, on s'est tous adaptés suite au Covid, et je travaille encore toujours en salle, effectivement. Est-ce que tu peux citer les salles où tu travailles? Je suis actuellement sur une salle en air, en tant qu'indépendant, et je travaille donc pour l'épisode. D'accord. Donc ça, c'est du groupe training. Du groupe training, tout à fait.
Ça, c'est mon activité principale. Après, à côté de ça, je suis disponible, que ce soit sur des domiciles. Maintenant, j'ai cette possibilité de recevoir également chez moi. Et voilà, partout où le vent me porte, je peux. Et t'as encore des disponibilités avec tout ça ou t'es overbooké? On trouve toujours le moyen. On trouve toujours le moyen. Ouais, j'ai pu voir aussi sur les réseaux, t'accueilles des clients ici, c'est magnifique. Hein. Franchement, je ferais faire un tour. De toute façon, les gens vont bien se rendre compte d'eux-mêmes. Parce que moi, je pense que ce serait intéressant de le mettre à ce moment-là aussi pour faire un peu la distinction des deux. Parce que moi, j'ai eu mon home gym aussi chez mes parents. Je me souviens. Avec un rack en bois, dans le sombre, les araignées, les skis sur le côté et tout. Incroyable. On n'est pas exactement sur le truc. C'est pas mal. On va pouvoir passer sur la deuxième partie. Et je te propose qu'on fasse un truc pour la deuxième partie. Je te fais la transition, je te dis que ça va être à toi. On fait une pause, je te passe le micro, je vais pisser. Parce que je suis un peu eu. Bon, bah merci en tout cas pour l'aspect sportif. On va passer aux questions de Julie sur l'alimentation. Alors du coup, côté nutrition, à quoi ressemble ton alimentation? Enfin, qu'est-ce que tu manges au quotidien? Est-ce que tu as une routine? Oui, j'ai clairement une routine. Depuis le départ, en fait, moi, je suis pas cuisinier et je trouve que ça prend du temps et je trouve que c'est difficile à tenir si tu veux avoir une hygiène de vie. Donc, je me suis simplifié la vie en faisant une fois à manger dans la semaine. Le meal prep. Du meal prep. Du meal prep, effectivement. Et donc, du coup, je cuisine qu'une seule fois et en gros, je répartis dans des Tupperware. Donc, je mange toute la semaine assez souvent la même chose. Je choisis mes aliments, il me faut une source de protéines forcément, il faut nourrir le muscle, une source de glucides parce qu'il me faut du carburant et une source de lipides parce qu'il faut que je prenne soin de mes articulations et de l'ensemble du système hormonal. Donc, enfin, allez, on rentrons pas dans les détails, mais les trois essentiels en tout cas, je m'assure de bien les répartir et d'avoir cet équilibre sur la journée. Non, mais c'est très bien parce que du coup, il existe 3 macronutriments, ils sont essentiels, c'est pour ça que du coup, il faut qu'on les équilibre. Il ne faut pas en supprimer un, enfin bref, c'est... Chacun son rôle. En fait, c'est un sujet de discussion qu'on a extrêmement souvent, qui est qu'aujourd'hui, c'est devenu à la mode les régimes où on supprime un macro. Donc le régime sans glucides, les régimes sans lipides, les trucs où à chaque fois on va diaboliser l'un des trois, sans comprendre que tous les trois ont leur intérêt pour le corps, c'est bien pour ça qu'ils existent, et qu'en fait, il faut juste à peu près les prendre en bonne quantité et pas abuser comme un enfoiré qui veut juste la redonner et trouver un équilibre, on va dire, dans son quotidien. Mais c'est une discussion qu'on a extrêmement souvent avec Julie, qu'on trouve que c'est dommage qu'il y ait autant de régimes alimentaires qui viennent diaboliser un macronutriment. Et donc, très bien du coup que tu aies les trois dans ton alimentation. Merci. Après, chacun aussi est différent, donc on peut chacun expérimenter avec le ratio des macronutriments, mais moi, personnellement, je pense que c'est quand même essentiel d'avoir les trois dans l'alimentation. Et du coup, est-ce qu'elle s'adapte à ta pratique? Par exemple, là, tu as 4 entraînements. Est-ce que tu manges un peu plus les jours de ton entraînement ou un petit peu moins peut-être? Est-ce qu'il y a une stratégie? Il y a une stratégie, en fait, par rapport à l'heure à laquelle je mange. Je vais privilégier telle ou telle source d'aliments qui va être plus ou moins rapidement assimilée. Dans l'idée d'être le plus à l'aise, en tout cas pendant ma séance d'entraînement, et d'avoir l'énergie disponible. Oui, effectivement, j'ai stratégie ou pas stratégie, mais j'essaie d'être en tout cas judicieux dans le choix de mes aliments. Selon l'heure à laquelle je vais m'entraîner, plus ou moins proche d'un repas, je vais à ce moment-là privilégier des sources d'énergie qui vont être plus ou moins rapidement disponibles, en tout cas, qui vont mettre moins de temps à être digérées, du coup, pour ne pas avoir cet effet de ballonnement pendant la séance et de se sentir à l'aise et pas justement trop lourd. Et d'avoir l'énergie disponible au moment où je le souhaite. C'est ça justement, ouais, c'est aussi extrêmement à la mode dans l'entraînement, les gens qui vont chercher ce qu'il faut manger juste avant l'entraînement ou pendant l'entraînement même. Il y a beaucoup de gens, que je remarque en tout cas, qui vont chercher ce qu'il faut en pré-workout, le truc à manger ou à boire pendant ton entraînement pour pas perdre de jus, alors que moi, avec le temps, plus les années passent, et plus je me rends compte que là où je suis le plus performant et à l'aise, c'est quand j'ai fini ma digestion et que j'ai rien dans le bide, et que c'est là que j'envoie du pâté, et que peu importe ce que je prends, si c'est encore dans mon estomac ou encore en cours de digestion, à chaque fois ça me porte beaucoup plus préjudice que ça m'apporte quelque chose. Je sais pas si tu es d'accord avec ce point de vue-là, mais je trouve vraiment qu'il n'y a rien de mieux pour la performance qu'un estomac vide. Écoute, je pense qu'à proprement dire, chacun est différent. Et ce qui est valable pour toi ou pour moi n'est pas forcément pour Julie ou pour quiconque d'autre.
et qu'il faut voir en fait, il faut essayer, il faut expérimenter et voir ce qui se correspond le mieux. Effectivement, si tu penses qu'en étant à jeun, tu vois, si on prenait l'exemple de les gens qui s'entraînent à jeun le matin, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Je veux pas répondre à la question tout de suite, mais finalement, ma réponse, ça va être simple. Si tu te sens bien en ne mangeant pas et que tu trouves que tu es performant à l'entraînement et que tu ne l'es pas en essayant d'avoir mangé avant, bah ne mange pas. Exactement. Et si finalement tu sens qu'à l'entraînement, t'as pas de jus, t'as pas de pêche, t'es pas réveillé, et que ça t'aide de manger avant et d'attendre 45 minutes de digestion, t'as le temps en tout cas dans ton organisation pour aller t'entraîner après, bah mange avant en fait. Du coup, si tu n'avais qu'un seul tips à te donner en termes d'alimentation, quel serait ce tips? Si vous voulez tenir une alimentation dans le temps, je vais pas parler de régime, mais un plan alimentaire, je recommande de vous organiser en fonction. En tout cas, moi, c'est ce qui a fonctionné pour le tenir et que j'arrive encore à tenir après 10 ans, c'est de préparer en avance. Si vous devez cuisiner chaque jour, et la personne qui cuisine chaque jour, je lui tire mon chapeau, respect. Moi, je pourrais pas faire ça. Parce qu'en gros, tu avais vu que le problème, c'était le temps. Donc, comment tu as trouvé une solution à ça? C'était justement de préparer. Je pense que ce qui veut dire, c'est pas que dans ce sens-là, c'est dans le sens aussi où si tu dois cuisiner chaque jour, tu vas plus être tenté de cuisiner quelque chose que tu ne devais pas manger à la base. Alors que si c'est déjà prêt, tu manges ce qui est prêt et ce sera forcément... Tu sais, quand tu finis, tu rentres tard et que tu n'as rien à manger, la première des choses, c'est que toi, tu vas en bas de chez toi et tu commandes le premier truc qui passe, un grec, une pizza, un McDo, un fast-food. Ou tu vas prendre le premier truc qui est dans ton frigo et c'est pas forcément le truc le plus healthy. Idéal en tout cas en fin de journée, pour l'exemple fin de journée. Alors que finalement si c'est déjà préparé, bah, t'as pas de questions à te poser, tu sais, et tu vas manger équilibré. Et même si tu te retrouves sur un jour où t'es fatigué, finalement on dit j'ai envie de manger, je suis fatigué, j'ai envie de rien, juste d'une pizza. Mais non, ton top il est déjà là. Tout ce que tu dois manger, ce qui est idéal pour toi et que tu dois manger est déjà prêt, tu te laisseras pas tenter par la pizza à ce moment-là. En gros, t'as construit ton système qui a permis en fait de rester régulier et d'atteindre tes objectifs. Tout à fait. Ton péché mignon. Le sucré. Le sucré, tout ce qui est sucré. Il y avait Je suis pas pas un fan aliment. des bonbons. Un aliment, je veux un aliment en particulier. Un aliment en particulier. Bon, j'aime la viande, mais c'est pas du sucré pour le coup. Ok, donc du coup c'est la viande. Bah, si tu me demandes à choisir... Un bon steak rouge. Enfin un bon steak de... Imagine là, il y a quelqu'un qui arrive et qui t'apporte vraiment le truc que t'as envie de... Le truc que t'as... Le plat, qui te met l'eau l'aliment, la bouche le plus. Une côte de bœuf. Une côte de bœuf, quel mytho, c'est une glace Magnum. Non, je te jure, je prends la côte de bœuf. C'est juste que c'est moins pratique. Mais je prends la côte de bœuf. D'accord, ok. Donc du coup, si jamais vous passez devant On Air ou épisode avec une côte de bœuf, voilà, n'hésitez pas à aller voir. Parce que pour Ange, c'était le riz au lait de Michel Augustin. C'était le riz au lait de Michel Augustin, ouais, exactement. Vanille. Le riz au lait vanille, enfin ouais. Bah, du coup, côte de bœuf, un jour là, tu vas te retrouver, tu vas ouvrir ta porte pour l'athlétique training et tu vas entrer une meuf qui a une côte de bœuf. Et du coup, pareil pour la partie que pour la partie sport, sous-côté, sur-côté, en termes de l'alimentation, nutrition en général. Je trouve que ça a évolué un petit peu. Sur-côté, je vais dire la diabolisation des protéines. Et sous-côté, bah, la nécessité d'avoir un apport en protéines dans son alimentation. Sur-côté, la diabolisation. En fait, si tu t'aperçois, enfin, en tout cas à l'échelle française, et c'est très nouveau, tu compares aux États-Unis, l'apport en complément alimentaire et en source de protéines, qu'elle soit sous forme de poudre ou quelle que soit, est en place depuis des années. En France, il y a encore très peu de temps, on te disait que tu prends de la prot, tu te dopes. Ok. Bon, je croyais que je mangeais un bout de poulet. Donc c'est un peu ce côté surcoté, genre les compléments alimentaires c'est pas bon, c'est pas bien. Ah bon, bah, quand tu prends des vitamines pourtant c'est bien. Oui, complètement. Ouais. Donc voilà, ce surcoté sur la mauvaise image en tout cas des compléments que peut avoir. Même si cette image est un peu en train de changer depuis quelques années à l'échelle française en tout cas, et j'espère que ça va évoluer. Et sous-côté parce que t'entends encore et finalement tu dois le rencontrer aussi avec tes clients et également Julie. Si on te demande de décrire l'alimentation en fait quotidien de la plupart des gens et si tu fais la liste en fait de qu'est-ce qui est en termes de macros comme tu disais, tu t'aperçois qu'il n'y a pas de protéines en fait. Ouais. Il y a très peu de protéines dans la journée. Est-ce qu'ils n'en mangent pas assez ou est-ce qu'ils mangent pas de protéines ou
juste de calories en général? Parce que les deux, que... maladie du temps moderne, pas bouffer assez aussi. Parce que pour une personne qui ne mange que 1200 calories, si elle essaie de manger un petit peu de tout, bah forcément elle va manquer en protéines. Mais, La question elle est, pourquoi elle mange 1200 calories? Est-ce qu'elle n'a pas le temps de manger? C'est ça le problème, et finalement elle a régulé son rythme comme ça et n'a plus cette sensation de faim et ne mange pas par manque de temps. Je peux penser quelqu'un par exemple, un ouvrier dans le bâtiment qui court d'un chantier à l'autre, ou parce qu'elle a décidé de réduire son métabolisme dans une quête de perte de poids. Je pense que le résultat peut être souvent le même dans les deux cas, c'est un blocage du métabolisme, et le problème derrière c'est que quand tu veux évoluer, changer, en tout cas c'est plus compliqué, et vous avez fait pas mal de sujets là-dessus sur la régulation, justement. Et dans les deux cas, je vais réduire au maximum, ça c'est très calorique, donc je vais manger que des légumes, et ça c'est pour le côté je vais pas prendre de poids, ou je vais en perdre. Et de l'autre côté, j'ai pas le temps de manger, bah, je vais m'acheter un sandwich, et dans le pire des cas, voilà, au pire où je vais manger une part de flan, ou j'ai fait un sachet de riz, et voilà. C'est pas du tout équilibré. Et tu te retrouves avec des gens qui fatent facilement, qui perdent leur masse musculaire, et qui se retrouvent bien dans la merde pendant des années, à courir après des régimes. Oui, parce que du coup, la composition corporelle change et ils ont une capacité beaucoup plus faible de brûler et d'avoir une bonne hygiène de vie. Quoi. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour de tous les sujets qu'on voulait aborder avec toi. Donc déjà, je tenais à te dire un grand merci d'avoir accepté ce rendez-vous avec nous. Un grand merci de t'être confié un petit peu sur ta vision de l'entraînement, ta vision de l'alimentation et du sport. Moi, ce qui me plaît toujours énormément avec toi, c'est que tu es quelqu'un que je respecte beaucoup pour ses qualités de coach et ses connaissances, et qui pourtant a souvent une vision qui est à l'opposé de la mienne. Donc ça crée des débats. Là, on ne vous a pas filmé, il faut savoir qu'avant de commencer cette vidéo, on a parlé pendant 2h30. Moi, j'étais entre les deux, là, c'était trop bien. Et à chaque fois, ouais, ta vision des choses élève ma réflexion, et c'est ce que j'apprécie vraiment beaucoup chez toi. Donc Jean-Yves, déjà, merci pour tout ce que tu as fait aujourd'hui. Merci beaucoup. Ouais. Merci à vous tous les deux, merci de m'avoir invité, de participer sur votre chaîne. Tu t'as invité chez toi, comme des cafards. Participer, en tout cas être présent sur votre chaîne. Je rappelle que Jean-Yves, du coup, fait des coachings et coach dans plusieurs salles. Donc si jamais vous cherchez quelqu'un de qualifié, notamment, alors il a fait du body, mais notamment autour de la force aussi, c'était un petit peu voilà, l'instant promo. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, un petit commentaire, à vous abonner surtout, c'est ça qui fait plaisir et qui nous soutient. Et sinon, nous on vous dit à la semaine prochaine. Salut tout le monde. Nice. Il faut pas faire un clap de fin? Pour la